Bonjour à toutes et à tous. Nous avons ce soir le grand plaisir d'accueillir un membre du service économiste, mais parmi les plus talentueux, encore que tous les membres du service économiste soient tous talentueux, Laurence Boone, qui est chief économiste de l'OCDE. Donc vous imaginez à quel point la discussion que nous allons avoir tout au long de cette heure est absolument passionnante. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir une animation totalement exceptionnelle, puisque c'est notre ami Dominique Seux, que vous entendez tous les matins sur France Inter, à 19h47, 48, pour vraiment comprendre ce qui se passe en économie. Vous avez intérêt à l'écouter, et donc c'est lui qui va animer cette séance. Je voulais juste insister sur un point, c'est que le service économiste donc prépare très activement les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui auront lieu les 2, 3 et 4 juillet, donc ça va être un moment très important. Je pense que ce sera peut-être un des moments les plus importants de la réflexion économique et sociale et politique dans notre pays et en Europe, sur un très très joli titre, assez optimiste, qui est Oser l'avenir, ensemble. Donc vous voyez, c'est plutôt positif, mais pour se lancer dans une aventure de cette force, il a fallu évidemment, il faut le préparer. Donc nous avons lancé un programme de préparation qui est absolument géant, qui comprend à la fois des points de conjoncture, mais un point de conjoncture comme celui que va développer ou que vont développer Laurence Boone et Dominique Seux, c'est évidemment top. Des webinaires extrêmement variés sur la situation de l'état de la France. Donc on en a déjà eu 5 ou 6 et ça va continuer jusqu'au moment d'Aix. Et puis on a 4 journées qui sont des journées qu'on fait avec Radio France et qui ont en réalité beaucoup de succès. Il y a au moins entre 100 et 150 000 personnes qui les suivent. On a traité de la jeunesse et en fait toutes les discussions sur le RSA, sur les garanties jeunes sont parties de là. On a fait quelque chose sur la réindustrialisation qui a marché aussi énormément, avec beaucoup de conclusions sur la manière dont on pouvait traiter le sujet. Et puis, on va avoir dans une quinzaine de jours, très précisément le 6 avril, alors à Grenoble, mais ça se passe pas réellement à Grenoble, ou en tout cas de manière minoritaire à Grenoble, mais une journée qui sera consacrée à la technologie et est-ce que la France peut se rattraper dans le domaine de la technologie. On a tous en tête évidemment les affaires de vaccins, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et nous terminerons le 18 mai par quelque chose sur la finance et voir quel est le rôle que peut jouer la finance. Voilà, donc vous voyez un très très gros programme qui permet d'attaquer ces rencontres d'Aix avec beaucoup de réflexion, mais j'allais dire, dès ce soir, nous aurons fait des pas de géant en avant par la réflexion de Laurence et animée par Dominique. Je leur cède la parole et en tout cas merci d'être là et restez là bien pendant 1 heure parce que c'est absolument top. Je peux vous le dire à l'avance. Bonjour à tous, merci Jean-Hervé de ces mots d'accueil et d'introduction. Nous allons aller très vite à une introduction, un topo d'un quart d'heure, disons 10 minutes, un quart d'heure de Laurence Boone. Alors, la présence de Laurence Boone comme chef économiste de l'OCDE est un double honneur pour la France, je crois, qu'il y ait un chef économiste français, et par ailleurs le parcours très diversifié de Laurence Boone assure une qualité des travaux. Je vais citer très rapidement les endroits où vous avez exercé vos talents: Merrill Lynch, le CEPI, l'OCDE déjà, Barclays Capital, Bank of America, conseillère économique à l'Élysée de François Hollande, puis AXA. Le seul point d'inquiétude que nous pouvons avoir, c'est que ça fait bientôt 3 ans que vous êtes déjà à l'OCDE et nous espérons que ça ne va pas s'interrompre trop vite parce que vous enchaînez les postes à une telle célérité et vous grimpez les marches à une telle célérité qu'on se demande où vous pouvez encore monter. Plaisanterie mise à part, tout de suite le vif du sujet puisqu'il y a, vous avez présenté les dernières prévisions économiques il y a une petite dizaine de jours maintenant. Elles ont beaucoup intéressé. Moi, j'en avais retenu un message principal qui était qu'il fallait que les pays développés et notamment occidentaux accélèrent la vaccination, mais surtout l'Europe. Et à ce moment-là, la reprise économique pourrait être solide, mais c'était une condition un peu sine qua non.
Voilà, et puis nous aurons très vite, après votre introduction, vos développements, des questions, et je peux vous dire qu'il y en a déjà beaucoup. Laurence. Merci. D'abord, merci à Jean-Hervé pour son introduction toujours formidable, et merci Dominique Seux de cette introduction bien trop généreuse en ma faveur, et j'espère que du coup je vais pouvoir vous apporter quelque chose. Et effectivement, je vais partager avec vous nos prévisions et la façon construite et aussi les risques autour de ces prévisions. Alors, la première chose, c'est une bonne nouvelle, puisque nous avons revu nos prévisions à la hausse. Pour le monde entier, nous sommes passés de 4,2% que nous projetions en décembre à 5,6% pour 2021, ce qui est une révision très, très significative. Il y a deux raisons principales pour lesquelles nous pouvons revoir les prévisions à la hausse. La première, c'est on vit mieux avec le virus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on vit mieux avec le virus pour des projections économiques? Ça veut dire d'abord qu'on est capable de gérer la pandémie en mettant un petit peu moins de restrictions de mobilité en place, et que quand ces restrictions de mobilité sont là, les entreprises, les personnes se sont organisées, et en fait, on arrive à avoir plus d'activités économiques malgré les restrictions. Et puis évidemment, il y a le vaccin, et je reviendrai là-dessus. Et la deuxième chose, le deuxième facteur très important qui nous permet de réviser à la hausse ces prévisions, c'est le stimulus budgétaire américain. Le stimulus budgétaire américain, comme vous savez, celui qu'on appelle le American Rescue Plan, il est très conséquent puisqu'il est de 1 900 milliards de dollars, et il s'ajoute aux 900 milliards de dollars qui avaient déjà été annoncé en décembre. Donc, ça fait quelque chose d'extrêmement important qui va pousser la croissance des États-Unis par près de 4 points, ce qui est colossal évidemment. Donc, nous avons revu à la hausse les prévisions américaines de 3,2 à 6,5. Et puis, ça va bénéficier au reste du monde, puisque bien sûr, si la demande repart aux États-Unis, les importations des États-Unis en provenance du reste du monde repartent. Et donc, on va avoir une hausse pour le reste du monde d'un point supplémentaire qui est la conséquence directe de ce stimulus budgétaire américain, qui se répartit plus en faveur du continent américain, donc Mexique, Canada, mais néanmoins aussi en faveur de l'Europe à hauteur d'à peu près un demi-point, et la même chose pour la Chine. Dans ce tableau, en fait, nous mettrons la présentation en français en ligne sur le site du Cercle. Vous verrez qu'on revoit à peu près l'ensemble des pays du G20 à la hausse, sauf la zone euro qui n'augmente pratiquement pas. La raison en étant que, avec le retard de vaccins et la persistance des restrictions sur la mobilité, même s'il y a un stimulus budgétaire important, finalement, il va plus dans les comptes d'épargne que dans l'activité économique, mais je reviendrai là-dessus. Néanmoins, on a quand même des chiffres très très corrects pour l'Europe, puisque on a à peu près 3,9% pour cette année pour la zone euro, et puis ce qui se traduit en 3% pour l'Allemagne, près de 6% pour la France et de 4% pour l'Italie. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est important, ce sont des taux de croissance qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais on avait chuté encore plus en 2020. Donc là où les États-Unis vont récupérer ce qu'ils ont perdu en 2020 d'ici au troisième trimestre de cette année à peu près, l'Europe en revanche ne récupérera que vers la fin 2022. Alors évidemment, comme toutes les prévisions, mais là encore plus que d'habitude, il y a énormément d'incertitudes, notamment à cause du déploiement, de la production et du déploiement des vaccins. Notre hypothèse centrale, sur laquelle sont fondées ces projections, c'est que tout au long de l'année 2021, la production et la distribution de vaccins augmentent en puissance, et d'ici à la fin de l'année, on a une majorité de la population largement vaccinée dans tous les pays de l'OCDE, ce qui est raisonnablement optimiste. Si on devait aller plus vite, ce qu'on aimerait, significativement plus vite,
À ce moment-là, on pourrait se retrouver d'ici à la fin de l'année pratiquement au point où on était avant que la pandémie arrive, et puis même sur un santé de croissance un peu plus élevé. En revanche, le retard de vaccination, la résistance aux nouveaux variants ferait qu'on pourrait moins réouvrir les économies, et du coup, on pourrait se retrouver en dessous de ce que je viens de vous annoncer. Une autre chose qui est importante d'avoir en tête, c'est que tous les pays ne sont pas égaux du tout dans cette aventure de la pandémie. Et ce qui est assez triste, en fait, c'est que les écarts, les inégalités qui existaient avant persistent et sont même aggravés par la pandémie, puisque quand on regarde les pays les uns à la suite des autres, on voit que ceux qui souffrent le plus et qui auront le moins récupéré le retard de croissance d'ici à la fin de l'année ou à la fin de l'année prochaine sont les pays émergents. Donc on va penser à l'Afrique du Sud, au Brésil, à l'Indonésie par exemple, alors que le pays qui aura récupéré le plus d'ici à la fin de l'année ou la fin de l'année prochaine, après la Chine, ce sont les États-Unis. Donc on voit bien qu'on a, et l'Europe est au milieu, donc on a un gradient qui est assez terrible. Alors, évidemment, il y a, comme je vous disais, beaucoup d'incertitudes et toujours des risques autour de ces projections. Et les risques, là, je vais parler de 4 rapidement, mais 3 d'entre eux sont liés au risque de vacciner trop lentement. On voit très bien avec les pays qui ont réussi à vacciner une grande partie de la population, et le premier d'entre eux, c'est Israël, qu'ils peuvent réouvrir l'ensemble des activités économiques et reprendre un cours de vie qui, à l'intérieur de leurs frontières, est celui qui existait avant la pandémie. Et donc là, la croissance repart, les personnes retrouvent leur emploi, et comme on a eu beaucoup de soutien budgétaire pour maintenir les entreprises, pour préserver les personnes, finalement la reprise est beaucoup plus rapide que dans les crises précédentes. On voit ça également aux États-Unis, dont le rythme de vaccination est très fort et qui réouvre son économie. Les restrictions à la mobilité tombent. À l'inverse, si on prend le pays le plus touché par la pandémie, comme le Brésil, et qui est en retard sur la vaccination, qui reprend une nouvelle vague, là, les restrictions à la mobilité sont fortes et la situation économique et sociale assez dramatique. Et enfin, quand on s'intéresse à l'Europe, elle est un petit peu entre les deux. On voit qu'on a beaucoup de restrictions de mobilité, même si ce ne sont pas celles d'il y a un an, et que donc l'activité est contrainte. Et le chômage augmente légèrement malgré le filet de sécurité qui est en place, on est au milieu. Donc, plus on retarde la vaccination, plus on prend du retard à réouvrir, plus ça a un coût économique et social. Le deuxième risque qui viendrait de vacciner trop lentement, ça serait en fait de rendre le soutien budgétaire moins opérant. Ce qui fait le succès des États-Unis dans nos projections, c'est la combinaison de cette vaccination, de la réouverture de l'économie et du soutien budgétaire. Mais un soutien budgétaire tout seul, beaucoup plus fort, en fait, si l'économie ne fonctionne pas, il va remplir les comptes d'épargne des personnes. Bien sûr, il est très utile pour celles qui ont des revenus tendus, ça c'est pas la question, mais ça ne permet pas de retrouver la dynamique économique et sociale que l'on avait avant. Et par exemple, au Japon, où il y a moins de soutien budgétaire, mais une meilleure situation sanitaire qu'en Europe, on voit qu'ils ont retrouvé une activité qui est à peu près celle d'avant-crise. En revanche, en Europe, où on n'a pas une très bonne situation sanitaire, malgré le soutien budgétaire qui a été conséquent, eh bien, on est bien en dessous de l'activité et du bien-être économique et social d'avant-crise. Troisième risque associé avec un retard de vaccination, qui bien sûr en plus touche beaucoup plus les pays émergents et en développement que les pays avancés. Ce troisième risque pèse en fait sur le secteur du tourisme, tous les secteurs qui sont fermés, mais beaucoup le tourisme. Et c'est très important parce qu'en moyenne dans les pays de l'OCDE, l'emploi dans le secteur touristique, c'est à peu près 8%, mais ça peut aller jusqu'à 15% dans certains pays. Et évidemment, c'est le plus touché par la pandémie. Donc, à nouveau, des retards de vaccination là, ça veut dire pas de réouverture du secteur touristique. Et pour des pays comme le Mexique ou la Grèce ou l'Espagne, ça peut être extrêmement pénalisant, à la fois en termes de production, mais surtout en termes d'emploi. Et c'est d'autant plus inquiétant que dans ce secteur, on va retrouver des emplois plutôt précaires, qui touchent plutôt des femmes et des jeunes, avec des personnes plutôt moins qualifiées.
Après, il y a un quatrième risque qui, pour une fois, n'est pas dû au vaccin, qui est celui dont Dominique parle avec brio, notamment, entre autres, qui est le risque inflationniste dont tout le monde s'inquiète. Et c'est vrai qu'on voit des tensions sur les prix des matières premières, c'est vrai qu'on voit des tensions là où il y a des contraintes sur les chaînes de production, par exemple pour les semi-conducteurs, hein, puisqu'il y a énormément de demandes et parce qu'il y a des chaînes qui sont obligées de se réorganiser à cause de la fermeture des frontières. Et c'est vrai que le stimulus américain va pousser la demande et probablement conduire à une hausse de l'inflation. Mais ce soutien budgétaire, il est temporaire. Et donc, ça devrait ne pas être persistant parce qu'il y a beaucoup de chômage et que pour avoir une inflation persistante, il faudrait qu'il y ait beaucoup de hausses de salaire. Or, quand il y a beaucoup de chômage, a priori, les hausses de salaire sont assez modérées. Donc, c'est quelque chose qu'on suit avec attention parce que ça peut être inquiétant, notamment parce que quand les marchés anticipent qu'il va y avoir plus de croissance, plus d'inflation, ils sont très volatiles. Et puis, on peut voir des mouvements de capitaux qui partiront de pays où la situation est moins bonne, comme les pays émergents, vers les États-Unis, parce que le rendement va être meilleur, parce que la situation est meilleure. Et donc, ça peut être aussi déstabilisant, même si les banques centrales, et on a confiance dans les banques centrales, peuvent faire beaucoup pour calmer cette volatilité. Donc, voilà pour les risques. Du coup, dans ce contexte, qu'est-ce que l'OCDE recommande, puisque le rôle de l'OCDE est d'essayer de fournir des conseils au gouvernement. Mais la première chose et la meilleure des politiques économiques, c'est bien sûr d'accélérer la vaccination. Produire plus, faire plus de partage de licences, de transfert de technologies, amener le vaccin plus près des personnes, de façon pas pour être vacciné en soi, mais de façon à pouvoir rouvrir l'économie, à pouvoir retrouver des activités sociales à peu près normales et à retrouver les emplois qui ne fonctionnent pas dans les secteurs où c'est arrêté. Donc ça, c'est la première chose et ça vaut pour les pays avancés, mais aussi pour la distribution auprès des pays émergents, parce qu'on est tous dans cette situation et que tant que le virus circulera beaucoup, on ne pourra pas réouvrir beaucoup de frontières, on ne pourra pas retrouver une vie qui ressemblera à celle d'avant, en tous les cas, c'est bon côté. La deuxième recommandation, c'est bien sûr, il y a eu un effort budgétaire formidable et on peut que s'en féliciter parce que ça préserve beaucoup le tissu économique et social, même s'il n'est jamais parfait. Néanmoins, et comme il n'est jamais parfait, il y a des catégories de population qui souffrent plus que d'autres. Et on a mis particulièrement en avant dans ces perspectives économiques à l'OCDE les jeunes. Ce qu'on a vu dans la crise financière, c'est que les jeunes qui sortent de l'école, quel que soit le niveau, mais bien sûr, moins ils sont qualifiés, plus c'est dur. Pendant les 10 ans qui ont suivi la crise financière, ils sont passés des études au chômage. Et on aura mis 10 ans à retrouver un flux des études à l'emploi. C'est colossal et c'est vraiment désastreux pour les perspectives des personnes. Donc, il faut mettre le paquet sur les jeunes, il faut mettre des subventions au salaire pour que les entreprises puissent maintenir ou même accroître le nombre d'apprentis qu'elles prennent, le nombre de personnes en formation professionnelle qu'elles prennent. Il faut insister sur une meilleure protection sociale pour les jeunes qui travaillent, par exemple, sur les plateformes, puisque c'est là où on va manquer de filets de sécurité. Il faut vraiment les accompagner. Et surtout, développer tout ce qui permet d'être à la fois dans l'entreprise et en études. On voit très bien dans les statistiques à travers l'ensemble des pays de l'OCDE que les formations qui combinent entreprise et études permettent aux jeunes d'accéder au marché de l'emploi plus rapidement et d'une façon plus pérenne. Et puis, il y avait une dernière chose que j'aurais aimé partager avec vous, mais vous le verrez sur la présentation, qui est, on parle beaucoup de Build Back Better, reconstruire un meilleur monde, et on s'est dit, en fait, on voulait donner un peu de sens à ces mots-là, qui parfois peuvent paraître en manquer, en faisant un focus sur deux choses. D'abord, ce qu'on appelle la division, alors je suis désolée, c'est du franglais, mais la division numérique. On voit à quel point les personnes, comme les entreprises, comme les territoires, ne sont pas tous égaux devant le numérique. Or, pour faire la conférence qu'on fait aujourd'hui, pour faire des télécommunications, des téléconsultations médicales, mais aussi pour avoir accès aux aides du gouvernement, il faut des connexions numériques. Donc, il faut absolument arriver à combler ce retard et à équiper les gens pour qu'ils puissent se servir bien du numérique. Et la deuxième chose, c'est, on parle beaucoup de décarbonisation et de changement climatique.
Et en fait, on essaye de suivre les mesures qui sont prises par les gouvernements pour reconstruire plus vert. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, mais pas tous les gouvernements, en gros, pas beaucoup. Il y a beaucoup de déficits sur cette reconstruction verte. Et donc, on voudrait vraiment que les gouvernements utilisent plus tous les outils qui sont à leur disposition pour ça. C'est pas forcément du prix du carbone, ça peut être ça pour certains pays, mais ça peut être aussi des réglementations environnementales, ça peut aussi être des investissements publics, des formations. Et vraiment, je crois qu'on doit absolument plus mettre le paquet là-dessus. Voilà, je vais finir là-dessus. Vous l'aurez compris, la meilleure politique économique, c'est d'accélérer la vaccination pour réouvrir. Et puis, il faut prendre soin des gens et ne pas oublier de donner du sens à mieux reconstruire. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Alors, j'ai quelques questions et puis on prendra les questions ensuite. Je vais être bref avec mes questions. On prendra les questions j'allais dire de la salle, non pas de la salle, de ceux qui sont en ligne avec nous. La première question, elle est toute simple, on dit souvent que cette crise est un accélérateur en fait de tendance. Il a raccourci et compressé un petit peu le temps. À entendre ce que vous venez de dire, la Chine va retrouver le plus rapidement son niveau antérieur, ensuite les États-Unis, ensuite l'Europe. Est-ce que ça nous dit quelque chose de ce qu'est le monde des années 2025-2030 avec un basculement global vers l'Asie accélérée, des États-Unis qui résistent assez bien, mais une Europe qui, si elle ne se secoue pas un peu, risque le déclassement? Alors, c'est juste que ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point on a une régionalisation des perspectives, à la fois à court terme et à moyen terme. Et c'est juste aussi que cette crise accentue vraiment des tendances qui existaient déjà. C'était le développement du numérique s'est formidablement accéléré et cette réunion virtuelle en est la preuve. Et les pays qui fabriquent le plus d'appareils numériques et électroniques sont la Corée, le Japon, la Chine dans beaucoup de composantes et les États-Unis. Donc, c'est eux qui bénéficient en premier de cette accélération. Je pense qu'on a vu ça aussi avec la recherche et l'innovation sur le vaccin, et Jean-Hervé y faisait allusion tout à l'heure. Les entreprises pharmaceutiques, le déploiement très rapide, il y en a assez peu en Europe. En revanche, ça c'est beaucoup. Il y en a eu beaucoup aux États-Unis et il y a beaucoup de production en Inde. Et puis l'agilité, le déploiement, la vigueur des réponses a varié aussi d'une région à l'autre. Et c'est vrai que d'abord l'Asie était mieux préparée. Elle a déjà vécu des épidémies comme celle-ci, donc ils ont effectivement résisté beaucoup plus vivement, avec moins de restrictions. Et les États-Unis, là, sont en train de nous montrer à quel point ils savent effectivement agir avec force. À la fois, ils l'ont fait pour le vaccin, pour le développer, pour le produire, pour le distribuer, et maintenant avec le stimulus budgétaire. Donc, l'Europe a été formidable du point de vue économique et je crois qu'elle a vraiment beaucoup appris des crises précédentes. Et on l'a vu avec toutes les mesures d'activité partielle, mais l'agilité, le vaccin était courte. Ou peut s'améliorer, voilà. Il y a des points de développement. Seconde question, où vous situez-vous dans le débat sur la taille du plan de relance américain? Alors, on a vu le débat entre Krugman et Summers, entre autres, hein, bien sûr. Est-ce qu'il est trop important et est-ce qu'à l'inverse, comme le laisse un peu entendre Isabelle Schnabel, membre du directeur de la BCE, dans une interview aux Échos aujourd'hui, est-ce que le plan européen, lui, est un peu, ou pourrait s'avérer un peu sous-calibré? Voilà. Est-ce que des deux côtés de l'Atlantique, il y a des tailles qui posent des questions, des tailles des plans de relance qui posent des questions? La première chose, on s'est effectivement beaucoup posé la question puisqu'il a une importance colossale dans les perspectives économiques. Est-ce qu'il est beaucoup trop important? Il n'y a pas de stabilisateur automatique, donc il n'y a pas les filets de sécurité habituels sur le chômage aux États-Unis et pour le coup, les États-Unis doivent mettre le paquet pour arriver à un niveau de protection à peu près équivalent au niveau européen. Est-ce qu'il faudrait faire plus maintenant? Ce qu'on essaie de dire, nous, dans ces prévisions, c'est faire plus sans réouvrir l'économie. On n'est pas sûr que pour l'instant, ça ait beaucoup de sens. Ce qu'il faut, là où il faut mettre le paquet et où visiblement on a du mal, c'est cette production
et distribution de vaccins. Et ensuite, effectivement, il faudra peut-être ajuster les plans budgétaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est d'abord de mieux cibler. Il faut s'assurer que les personnes les plus vulnérables, effectivement, soient très bien protégées. Et ensuite, il faut vacciner avant de réouvrir. Enfin, je veux dire, vacciner et réouvrir avant d'ajuster. Et on verra à ce moment-là. Ce qu'on peut dire sur le plan américain aussi, nous, ce qu'on peut regretter, c'est que c'est un plan qui est destiné à soutenir la consommation et le retour de la production. Mais il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement dans les infrastructures. Il n'y a pas beaucoup de verre dedans. Donc, on n'est pas en train de build back better. Et quand il va s'arrêter, on espère que le plan américain est à ce moment-là de passer à des investissements et des investissements qui permettent de reconstruire mieux. D'accord. Donc, en fait, c'est moins un problème de taille qu'un problème de ciblage. Il n'est pas forcément ciblé aux bons endroits, mais on verra ensuite. Alors, on va prendre les questions. On va d'abord prendre les questions un peu générales, et puis il y a toute une série de questions sur la France. Je les prends telles quelles. Faudrait-il annuler la dette contractée avec la crise du Covid? Quelles seraient les conséquences d'une annulation de la dette? C'est un débat alors qui est très puissant en France, un peu moins ailleurs, mais en tout cas il mérite d'être évoqué. Comment la rembourser sans réduire le revenu disponible des ménages s'il est impossible de l'annuler? Alors évidemment, la question, c'est celle derrière, naturellement, des hausses d'impôts inévitables. À quel horizon? On commence avec des questions simples, vous le voyez. Absolument. Et pas du tout polémique. Je pense que ce n'est pas la bonne question. Si on regarde en tendance depuis le début des années 2000, par exemple, on voit que la dette de certains pays européens, y compris la France, ne cesse d'augmenter. Et en fait, ça remonte bien avant 2000. Elle ne cesse d'augmenter et en fait, il y a une marche évidemment avec la crise financière, il y a une marche à nouveau avec la dette Covid, mais le vrai sujet pour moi, et la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi cette dette ne cesse d'augmenter. Et puis, si on parle de la France, pourquoi la France, qui est championne en termes d'imposition et championne en termes de dépenses publiques, n'arrive pas à être championne en termes de bien-être, de croissance, d'emploi, et continue d'avoir cette dette publique qui augmente. Donc, moi, je trouve que la question de l'annulation de la dette ou la question du cantonnement est pas du tout une bonne question parce que même si on fait ça, on va se retrouver avec cette dérive. On n'aura pas résolu le problème fondamental de savoir pourquoi la France, avec le plus haut taux d'imposition, enfin la plus haute part dans le PIB d'impôts et de dépenses publiques, n'arrive pas à plus de croissance, plus d'emplois et de mieux-être de sa population. Mais donc cette dette doit rouler, mais est-ce que on sent que les Allemands ont déjà quand même un pied sur... Allez-y. Pardon, excusez-moi. Non, je pense qu'il faut... Il y a deux choses. La première, c'est on a des taux extrêmement bas grâce à la BCE. On paye aujourd'hui des intérêts de la dette qui sont bien moindres que ce qu'on payait en 2014 alors qu'on avait beaucoup moins de dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut se reposer dans une chaise longue et commencer à dépenser. Ça veut dire qu'on a du temps pour réfléchir à pourquoi on est arrivé dans cette solution, dans cette situation. Et je pense qu'une des vraies questions, c'est d'abord on a un millefeuille où on a entassé les mouvements à la marge sur les impôts et des dépenses avec très peu d'évaluation. On n'est pas très bon en France pour faire des évaluations de politique économique. Ça commence, mais pendant longtemps, on l'a pas fait. Et deuxièmement, en fait, on s'est pas mal penché sur cette question. Il n'y a pas d'internalisation ou d'intériorisation de ce que veulent dire une dépense ou une recette budgétaire aujourd'hui sur le moyen terme. Ce que ça veut dire à travers les générations et ce que ça veut dire à l'intérieur d'une génération entre différents groupes de population. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tendance à dépenser plus ou à avoir ou à mettre des impôts sur des petites populations, dépenser pour des petits groupes, et puis il y a un petit groupe qui va demander quelque chose, et puis un autre qui va demander autre chose. Et finalement, à chaque fois, c'est pas grand-chose, mais quand on cumule au fil des ans, au fil des groupes, on arrive à des dérives comme ça. Et je pense que ça, il faut revenir dessus, il faut les réévaluer, voir ce qui est bien ciblé ou pas, et mettre un peu de rationalité dans tout ça.
Et la bonne nouvelle, c'est que d'habitude, on est dans l'urgence et donc un processus budgétaire se finit par on va couper X% des dépenses. Mais là, on a le temps de faire ces évaluations et de regarder les choses intelligemment. Et j'espère que c'est ce qu'on va faire. Une question de Jean-Christophe Duval. Pourquoi ne pas utiliser la magie monétaire fléchée directement vers des projets liés à la transition écologique? Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est dans ces domaines qu'il y a du travail. Nous nous obligeons à des choses polluantes et nous interdisons des choses essentielles au nom de la rentabilité. Alors, c'est vrai qu'avec la création monétaire. Alors, je prendrais les choses différemment. On a des taux très très bas. Ça veut effectivement dire qu'il y a des projets d'investissement qui sont très rentables alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Ça veut aussi dire que quand le gouvernement fait des investissements, il peut faire des investissements qui sont socialement, pour l'ensemble de la société aujourd'hui et sur le moyen terme, plus rentables. Et typiquement, des investissements dans les infrastructures vertes, c'est ça parce que la durée de vie d'une infrastructure, elle va de 10, 15 à 20 ans ou même 50 ans. Donc, elle nous bénéficie à nous, elle bénéficie à nos parents, elle va bénéficier à nos enfants, nos petits-enfants. C'est normal d'en étaler le financement. Est-ce que ça doit être du financement monétaire? Bon, non. Pourquoi? Si l'État décide de faire une allocation de ressources vers la croissance verte, et parce qu'il est démocratiquement élu pour faire ça, il va, lui, faire ses investissements. À nouveau, quand on recourt à quelque chose de monétaire, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire des choix budgétaires. Or, les choix d'allocation de là où on met les ressources, là où on prélève l'impôt, c'est des choix démocratiques qui doivent être laissés à l'État, débattus au Parlement, dont les conséquences doivent être appréciées par l'ensemble de la population, et pas des choix qu'on laisse à une institution technocratique qui, elle, a un mandat de stabilité des prix. Restons un peu sur la monnaie et l'échange. Ne peut-on pas envisager une guerre d'échange? Doit-on craindre une guerre d'échange qui arriverait après le constat tout bonnement que les reprises seront très hétérogènes dans le monde? Alors, en fait, c'est une bonne question et effectivement, le différentiel de reprise peut créer de la volatilité parce que des capitaux peuvent aller là où il y a une reprise plus rapide et c'est bien normal. Quand on parle de guerre d'échange, j'imagine que la personne qui a posé la question, enfin j'espère que je m'aventure pas trop, a en tête l'idée qu'on pourrait faire une dévaluation pour redonner un petit coup d'accélérateur. La vérité, c'est que… La question, partait sur le franc suisse. L'euro monte par exemple par rapport au franc suisse. En fait, je vois pas très bien l'intérêt aujourd'hui de dévaluer l'euro par rapport au franc suisse. Parce que d'abord, nos exportations ne sont pas à grosse destination, parce qu'on a des industries qui sont des spécialisations industrielles qui peuvent être assez différentes, et puis parce que je pense que le sujet qu'on a aujourd'hui, il est plus structurel que ça. Il est effectivement le niveau d'éducation des personnes, la flexibilité avec laquelle on peut créer des emplois ou investir et créer une dynamique pour les entreprises. C'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque. D'accord. Alors, on va venir un peu aux questions françaises, un petit peu en vrac. Après, juste une petite remarque. Quelqu'un nous fait remarquer que il y a un continent, c'est l'Afrique, qui a très peu souffert et qui se développe très vite. L'Afrique peut prendre le relais et passer en tête très rapidement, nous dit cette personne qui nous regarde. Alors la situation, je pense qu'il n'y a pas une situation africaine, il y a des situations africaines qui sont assez contrastées. L'Afrique du Sud, comme vous savez, est dans une situation très très difficile. Donc il y a certains pays effectivement qui vont bien. Philippe Aghion, un autre membre éminent du Cercle des économistes, a beaucoup parlé sur le développement. Pierre Jacquet aussi, pour n'en citer que quelques-uns, il y en a beaucoup plus évidemment. Il y a une combinaison pour que ça s'accélère qui doit être à la fois le renforcement des institutions et le fait qu'on restaure la demande dans le reste du monde, la demande adressée à l'Afrique justement pour pas que eux souffrent des contre-coups de notre faible croissance. Mais oui, il y a un gibier en Afrique, ça c'est sûr. Sur la France, est-ce que la France a les moyens de réindustrialiser, de relocaliser massivement ses chaînes de valeur? Est-ce que ça nous permettrait de tirer l'Europe vers le haut? C'est toute la question sur
le fameux monde d'après et les plans au-delà des médicaments, au-delà des masques? Est-ce qu'on peut croire à des ambitions de relocalisation d'activités? Et on pose quand même avec le sous-titre, sans conséquence sur le pouvoir d'achat des consommateurs et avec un avantage pour l'emploi. Peut-on y croire? Alors, je pense que la question fondamentale en fait à se poser, c'est pourquoi on a certaines activités qui sont parties, d'où ça vient, où est-ce qu'on a du retard, comment est-ce qu'on peut faire. Il y a quelque chose qui est très très frappant dans l'histoire de la pandémie et notamment en France, c'est effectivement qu'on a du mal à produire des vaccins, qu'on a une recherche et une innovation finalement dans pas mal d'industries qui est un peu en retrait par rapport à d'autres pays. Or, ce qui fait la dynamique, ce qui fait la croissance d'une entreprise, son explosion, c'est qu'il y ait de la recherche, de l'innovation qui lui permettent de grandir, de se développer, de gagner des parts de marché. Et c'est plutôt là où il faudrait mettre l'accent. Vous avez entendu, je pense, plein de fois au cercle des économistes parler du DARPA américain qui est effectivement en fait un fonds avec des équipes qui tournent pour éviter qu'elles s'installent, qui sélectionnent des projets de recherche et qui poussent cette recherche. Et c'est ce qui a fait l'Internet, ce qui a fait plein de choses. Donc c'est plutôt là où il faudrait mettre l'accent. Est-ce qu'on a envie de rapatrier des activités pour lesquelles il y a une moindre valeur ajoutée et pour lesquelles la France, c'est quand même un pays extrêmement avancé avec normalement des personnes très bien éduquées. On est à la pointe de la technologie dans plusieurs domaines. Donc, ce qu'il faut plutôt, c'est continuer là-dedans et élargir son scope. Pour certaines activités manufacturières que des pays émergents font de façon plus compétitive que nous et qui leur permettent de se développer et de se raccrocher et de rattraper, je ne vois pas l'intérêt de les ramener chez nous. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on éduque mieux, plus large et on favorise la création d'entreprises avec beaucoup de recherche et d'innovation. Mais ça peut représenter quel volume de l'industrie? J'allais dire, on a un marché formidable pour ça qui s'appelle l'Europe. On est 500 millions de personnes. C'est largement plus que les États-Unis. On devrait avoir de quoi, effectivement, prendre un avantage significatif. Mais on a un peu tendance à se mettre beaucoup de règlements, de paperasserie. Et là aussi, je pense qu'il y a eu pendant un moment de grandes volontés de simplifier les réglementations au niveau européen et au niveau français. Ça peut être un bon sujet à reprendre. J'ai peur que dans les 24 heures, nous devions apprendre qu'il y a à nouveau des attestations de sortie le week-end en Île-de-France et que la paperasserie soit de retour à vitesse grand V. Quand je dis j'ai peur, j'en suis hélas sûr. Quelle est votre appréciation de la proposition d'abaisser le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, qui est une proposition qui est portée par la gauche en France et les syndicats, mais aussi les réseaux d'aide à la précarité, etc. Alors, je vais faire une appréciation économique et pas politique, que les choses soient claires. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la précarité et il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des équivalents au système de RSA jeunes. Je comprends, et ce qu'on voit en fait, c'est que là où ça marche le mieux, sont les pays qui, en échange du RSA, demandent aussi des services. Soit de tutorat pour les étudiants auprès des lycéens, soit du service équivalent au service civique chez nous, à des services publics. Donc, il y a effectivement un soutien et il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans une situation très difficile et donc il faut le reconnaître et beaucoup de jeunes qui ont besoin de ça. Et il y a en échange un service à la société, un service public qui permet aussi de justifier ce revenu minimum. Et ça, on trouve que c'est parmi les meilleures pratiques des pays de l'OCDE. D'accord, ça veut dire ressusciter d'une certaine manière le I du RMI qu'on a beaucoup oublié, le I de l'insertion. En réalité, c'est une aide, mais pas sans contrepartie. Voilà. Mais ça veut dire que c'est un peu plus général que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très centré sur les jeunes en très grande difficulté et finalement, il n'y a pas tant de monde concerné que ça. Mais en fait, il y a une autre option qui peut aussi, dont on peut aussi s'inspirer, qui est faite dans des pays
on fait des mesures de soutien comme ça qui sont conditionnelles à l'état de l'économie. Par exemple, l'Australie a dit qu'elle allait maintenir son soutien budgétaire pour un tas de choses tant que le taux de chômage ne serait pas redescendu à 6%. Donc, ça serait aussi envisageable en France de faire un RSA plus restreint, comme vous le soulignez, Dominique, mais en le limitant dans le temps et à un état de l'économie. Il faut combler les déficiences du système social et le faire de façon assez agile. Donc, soit on le conditionne et effectivement ça aide à l'insertion, soit on fait quelque chose de temporaire, conditionnel à l'activité économique. Mais c'est les pays de l'OCDE ont fait les deux. D'accord. Est-ce que la France et la zone euro, mais la France notamment, s'en serait mieux sortie s'il n'y avait pas eu... alors la question c'était s'il n'y avait pas eu le Brexit, mais je vais la retourner aussi. Est-ce que la France seule, évidemment sur la vaccination, mais pas seulement, s'en serait mieux sortie? Alors c'est toujours difficile de refaire l'histoire, mais on a le meilleur moyen de comparaison, c'est ce qui s'est passé dans la première phase de la crise, où les pays se sont fait une concurrence en diable pour le matériel de protection médicale, les masques, les gants, etc. Vous imaginez ce que ça aurait pu donner avec des vaccins. Donc, je pense que c'est une bonne chose de regrouper les achats de vaccins et d'être solidaire. C'est ce qu'on demande pour le reste du monde, d'être solidaire avec les pays émergents qui, eux, ne bénéficient pas du vaccin. Après, vous savez, on va retrouver en fait les défauts de demi-centralisation. Soit on donne à l'Union européenne un mandat et on la laisse négocier toute seule avec son mandat, remplir les cases. Et comme on a levé les aides budgétaires, on peut lever les contraintes réglementaires et juridiques sur certaines clauses de contrat pour aller plus vite. Et à ce moment-là, les États membres se reposent entièrement et ça peut peut-être aller aussi vite que ce qu'on fait d'autres pays. Soit on fait les choses un peu plus à moitié, avec des retours et des allers-retours entre les pays, avec des clauses qu'on ne lève pas, et les choses deviennent compliquées et plus lentes. Est-ce que cette crise a permis, Lige, à l'État de reprendre les pleins pouvoirs sur l'économie, mais en révélant aussi les limites du fonctionnement de l'État et des administrations? Est-ce à dire que la réforme de l'État en France est impossible? Ouh là là. Il n'aura jamais lieu. Mais on a combien de temps là pour répondre? Non, pardon, non. Je vais préciser alors la question, mais c'est moi qui mets le sous-titre. C'est quand on regarde ce qui se passe, ce qui existe dans le monde entier, donc depuis 3 ans bientôt, vous avez ça tous les jours sous les yeux. Quelles sont les 3-4 mesures ou réformes clés? J'allais dire, c'est pas forcément les retraites, la santé en général, mais les 3 réformes précises, concrètes que l'État devrait mettre en ordre d'urgence en France. Benchmark. Oui, alors, je vais commencer à répondre à la question d'avant pour me réfléchir un peu à celle-ci. Mais la première chose, c'est que l'État a toujours été très présent. Il faut quand même à nouveau rappeler soit le niveau des dépenses publiques, soit celui d'imposition, soit même l'État en tant qu'actionnaire d'entreprise. En France, l'État est très, très présent. Et finalement, l'incrémentation là économique, elle a pu être relativement marginale par rapport à d'autres pays où l'État n'était pas aussi présent. Quand on voit les meilleures pratiques qui se font ailleurs, je pense qu'il y en a une dont on a parlé tout à l'heure, qui est effectivement l'évaluation des politiques publiques. À nouveau, c'est quand même très frappant de voir qu'avec notre taux des dépenses et d'imposition, on n'est pas plus de croissance, plus d'emplois, moins de chômage et plus de bien-être. Et ça, on ne fait pas beaucoup d'évaluation de politiques publiques. Et d'évaluation qui peut être appropriée à la fois par le Parlement et par le citoyen. Un bon exemple en France de ça, je pense, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui a permis quand même de faire beaucoup par rapport à là d'où on venait. La deuxième chose, effectivement, c'est par rapport à beaucoup de pays, je pense qu'il y a un certain manque de flexibilité,
En fait, le secteur privé aussi, il y a beaucoup de relations entre le secteur privé et le secteur public. Le secteur privé qui parfois demande beaucoup à l'État et se repousse beaucoup, et l'État qui peut aussi être assez intrusif dans le secteur privé. Je pense qu'un peu plus de distanciation entre les deux permettrait à la fois plus de responsabilisation et plus d'agilité. Donc, ça serait assez bienvenu. Après, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui me à la fois désole et sur lequel je pense qu'il y aura de grandes demandes pour les gouvernements, c'est l'éducation et la santé. L'OCDE, comme vous savez, publie des enquêtes PISA qui évaluent les étudiants entre des pays du monde. Et on voit le niveau d'éducation des étudiants en France et des étudiants et des écoliers diminuer d'année en année. Et ça, c'est dramatique parce que non seulement il diminue, mais les écarts entre les milieux familiaux augmentent. C'est-à-dire que ça diminue plus pour ceux qui viennent de milieux sociaux moins favorisés. Et sans éducation, on ne peut pas avoir l'économie compétitive dont on rêve. Je pense qu'on demandera beaucoup à la santé et en fait, on voit la même baisse, le même recul sur le secteur de la santé que l'éducation. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait. Mais bref, enfin, je vais être trop longue après, mais je pense innovation, agilité, moins de public, plus de responsabilisation privée, vraiment un gros focus sur l'éducation. Et puis plus, et quand je dis gros focus sur l'éducation, quelque chose qui est très frappant en France par rapport à d'autres pays, dont l'Allemagne, c'est nous, on concentre beaucoup sur l'éducation de l'élite et le problème après, là où on voit le déclin, c'est l'éducation des personnes, de la plus grande masse de personnes. Là où l'Allemagne, elle, fait le contraire, concentre beaucoup d'efforts, d'apprentissage, d'insertion dans l'entreprise sur ce qui n'est pas l'élite et ce qui fait finalement une population beaucoup plus apte et beaucoup plus à même de contribuer et aussi de s'insérer sur le marché du travail. Pardon, j'étais trop longue. Merci. Non, pas du tout. Il nous reste 7 minutes, donc tout va bien. Mais évidemment, je vais trier un petit peu parmi toutes les questions. Est-ce que cette crise, au fond, alors on va parler des entreprises, là va être terriblement darwinienne. Pour l'instant, les systèmes d'aide publique, notamment en Europe, ont maintenu la tête hors de l'eau, chômage partiel, les PGE, etc., un certain nombre d'entreprises, même s'il y a évidemment des faillites, mais est-ce que la sortie de crise, quand la morphine ou plutôt les plans d'aide et les béquilles commenceront à être retirés, est-ce que nous allons voir, à votre avis, une accélération et finalement un tri avec des entreprises zombies qui vont disparaître? Voilà, est-ce qu'elle va être darwinienne sur le plan du tissu économique? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une crise qui est évidemment totalement inhabituelle et qui frappe beaucoup tout le milieu hospitalier, de relations entre les personnes. Quand je dis hospitalier, pardon, j'aurais dit hospitalité, donc les bars, les restaurants, etc. Comme on se l'est dit une fois, Dominique, je pense que le jour où on réouvre l'économie, on est tous très contents d'aller en terrasse, prendre un verre et un café. Donc ça, et c'est un secteur qui a été bien protégé, comme demain. Je pense que grâce à l'activité partielle, les personnes peuvent retrouver leur emploi immédiatement, ce qui était vraiment le but de ces politiques économiques et ça a été bien fait. Après, il y a forcément des choses qui vont changer. Par exemple, l'aéronautique, on en parlait, on va probablement vacciner en décalé. On a appris à faire des conférences, des rencontres comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Beaucoup de voyages d'affaires ne vont pas avoir ni la même forme ni la même fréquence. Donc ça risque de changer et effectivement, du coup, ça fait des entreprises qui vont devoir probablement se restructurer et des personnes qui vont devoir retrouver un emploi et se requalifier. Est-ce qu'il y a plus de risques aujourd'hui de restructuration ou de faillite même? Là, je dirais deux choses. La première, c'est que si on devient un peu plus souple, un peu plus agile là-dessus, en faisant plus de restructuration, pas forcément dans des tribunaux, et il y a des pays qui se préparent à faire ça, qui nomment des médiateurs, alors on n'aura peut-être pas autant de faillites que ce à quoi on s'attend, et on n'aura pas non plus autant d'entreprises zombies. Donc c'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on mette. Et pareil, pour aider les personnes à retrouver un emploi plus rapidement. On parle souvent des pays nordiques et l'accompagnement est beaucoup plus près de la personne, beaucoup plus individualisé et beaucoup plus en amont. D'accord. Eh ben, alors vous
mettait le doigt dans une des questions suivantes, c'était s'il fallait donner deux éléments qui vont rester de cette crise et deux éléments de l'économie qui finalement ne changeront pas. On avait beaucoup évidemment fantasmé au mois d'avril dernier sur le monde d'après. Alors on a entendu, il y a effectivement tout ce qui est digitalisation, moins de transport en avion, etc. Mais voilà, si on essaie de synthétiser tout, alors c'est un exercice, pardon, je brode un peu pour que vous ayez le temps d'élaborer, on vous demande un exercice terrible, mais s'il y a deux, trois choses qui restent et deux, trois choses qui changent, j'imagine qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous regardent, et bien peut-être que ces étudiants, on est en train de vous allez les aider à faire leur prochaine copie. Là, ça serait ambitieux. Sincèrement, je pense que le changement climatique et les politiques nécessaires pour vraiment favoriser la transition environnementale et surtout en Europe, mais pas que, on le voit aussi aux États-Unis, ça, il y a une prise de conscience, d'accélération des ambitions qui est très très forte. Je suis pas sûre qu'on ait encore tous les moyens et mis tout en œuvre pour arriver à le faire, mais en tous les cas, je n'ai jamais vu, et dans tous les forums internationaux, que ce soit le G7 ou le G20 ou le CDE, autant d'ambition et de désir de faire mieux là-dessus. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie accélération et que ça restera. Sur le numérique aussi, et le numérique, ça a deux choses. D'abord, ça peut donner une agilité supplémentaire à plein de secteurs de l'économie, mais ça peut, et ça va me faire basculer sur le reste, ça peut redonner aussi du bien-être en prenant un peu de distance et peut-être en rééquilibrant aussi le milieu dans lequel on vit, la distance pour aller travailler, ces choses-là. Donc ça, c'est deux choses qui, je pense, vont rester. Et puis, on prendra moins, ce qu'on disait tout à l'heure, probablement un peu moins l'avion. Qui risque de... Je vais en rajouter un troisième parce que je pense que on a beaucoup parlé... on a assez peu parlé en fait dans cette crise et c'est pourtant quelque chose qui a été frappant de l'évolution, du sentiment de solidarité, de prise de conscience du besoin d'aider ceux qui tombaient en dehors du filet de sécurité. Vous aviez fait sur France Inter une journée sur les fondations et je pense que là il y a eu beaucoup de développement, beaucoup de prise de conscience de comment vivent les personnes à côté de chez nous et j'espère que ça redonnera un peu de vigueur à ce côté social, au sens de la communauté qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a des secteurs traditionnels qui vont pas bouger. Le tourisme local, la culture, on va tous retrouver ça avec beaucoup de bonheur. Ce que on aimerait voir bouger et qu'on espère ne pas voir tomber dans l'inertie, c'est ce qu'on se disait avant, c'est un peu plus d'attention à la résilience et à ce qui fait en fait la force vraiment structurelle et de long terme d'un pays qui sont son système éducatif et son système de santé. Merci. Toute dernière question, pardon pour toutes celles que je n'aurais pas prises. Y a-t-il une bulle sur les actifs financiers? Et j'ai envie de vous demander de commencer la réponse par oui ou par non, voilà, quitte à nuancer ensuite, mais y a-t-il une bulle? Alors, la personne qui nous regarde avait ajouté les actifs financiers en général et sur les crypto-monnaies en particulier, mais je pose d'abord la question générale, bulle sur les actifs financiers ou pas? Alors, je suis une économiste, je ne vais pas vous dire oui ou non, je vais vous répondre. Clairement. Est-ce qu'il y a une bulle? Quand on baisse les taux d'intérêt comme ça, forcément, les investisseurs, les épargnants vont chercher du rendement. Et quand ils vont chercher du rendement et qu'il y a beaucoup de liquidités, l'inflation qu'on ne voit pas sur les biens et les services, on peut la voir dans certains actifs financiers. Donc, c'est, j'allais dire, inévitable de voir une inflation des actifs financiers. C'est toujours difficile de dire si on est arrivé à un niveau de bulle ou pas. Et sur les crypto-monnaies, vous savez que en moyenne, j'ai rarement vu un actif aussi volatile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas de monnaie mais d'actifs. Et pour le coup, difficile, encore plus difficile de se demander s'il y a une bulle. Mais la détention moyenne d'un portefeuille de crypto-monnaie, elle est assez faible. Hein. Elle est de l'ordre de 400 €. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse concentration de gros volumes par endroit. Et ça, pour le coup, ça peut créer des mouvements assez brutaux.
D'accord, mais est-ce qu'on peut avoir une chute des marchés boursiers, notamment américains, dans les semaines qui viennent? Dominique, si je le savais, je pense que je serais très riche. Et ce n'est pas. Merci infiniment. Merci infiniment, Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, d'avoir répondu alors vraiment à beaucoup de questions et d'ordre très différents. Donc évidemment, vous ne les aviez pas à l'avance. Donc vous avez brillamment répondu à tout ça. Merci à tous de nous avoir regardés et nous vous souhaitons à tous une excellente soirée. Je crois que l'engagement est pris de quitter à 19h30. Nous avons donc 2 minutes de retard. Bonne soirée à tous. Mais... Ouais.